viens de sortir les chiens. J'ai une faim de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt? Oui, chérie, je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est la libre antenne comme tous les week-ends. On se retrouve de 23h à 1h, le 3921, notre numéro d'appel à composer dès à présent. Et nous allons parler de vous. Comment vivez-vous ce début de l'été? Vous allez me répondre, on a eu chaud. Oui. Mais chaud comment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui vous fait vibrer, palpiter, ou bien ce qui vous attriste, ce qui vous perturbe, parce que même au soleil, on peut avoir quelques soucis. Et que la libre antenne, c'est toujours un temps pour échanger, partager, voire même trouver des débuts de solutions, pourquoi pas. Je suis à votre écoute, moi et toute la petite équipe, alors merci à Fabrice qui réalise pour vous cette émission avec talent. Et puis merci à Quentin, Corotin, mes deux acolytes au standard. Donc, je vous rappelle, j'attends vos appels au 3921. D'ailleurs, à ce sujet, on a eu un petit souci avec le standard qui vient juste d'être rétabli. Donc, si vous n'avez pas pu nous joindre, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez composer le 3921 dès à présent. Bien sûr, j'attends aussi vos SMS, vos remarques, votre humeur, la tendance, 7 39 21 en commençant par le mot nuit et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et je vous propose de commencer cette émission avec Lina. Bonsoir Lina. Bonsoir Caroline. Et je vous remercie de me prendre à l'antenne. C'est moi qui suis contente de vous entendre. Alors je crois que vous aimeriez parler, vous souhaitez parler de traumatisme que vous avez connu dans votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr, je peux vous expliquer. En fait, je vous parle de ça pour vous ramener à une autre question du présent. D'accord. Voilà. Pour pouvoir comprendre pourquoi il m'arrive ça dans le présent. Je sais pas si vous m'avez comprise là. Oui, tout à fait. Pour faire un lien. Oui, et là je vous écoute. Voilà, j'avais 4 ans. Moi, je suis rentrée de la guerre d'Algérie. Oui. Après juste la guerre d'Algérie, 62, j'avais 4 ans. Le peuple, tous les hommes qui ont combattu les acquis se retrouvaient en groupe parce que ils étaient isolés dans des camps. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont dû voir pendant la guerre, ce qu'on leur a fait ou demandé de faire ou avoir fait peut-être avec beaucoup de regrets. Bon, c'est une guerre, mais bon. Et mon père ne nous a jamais parlé de cette guerre. Mais vous l'avez un tout petit peu connu puisque vous aviez 4 ans. Non, mon père, il était vivant. Oui, non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit vous aviez 4 ans au moment de cette guerre, c'est ça? Non, à 4 ans, je rentrais de la guerre. Ah, d'accord. Oui, j'avais 4 ans déjà, oui. Parce que je suis née en mars et... Non, j'avais pas fait 4 ans encore. J'avais 3 ans et demi. D'accord. Parce que ma sœur est née dans le bateau, donc elle venait de naître. Et moi, j'avais 4 ans, parce que nous avons 3 ans de différence. D'accord.
Donc, voilà, nous arrivons, bon, après avoir fait plusieurs camps de réfugiés, quoi, nous avons été mis, on nous a loué une maison, enfin, dans un petit village dans l'Aude, près de l'Ariège, D'accord. entre limitrophe avec l'Ariège. Et c'était une maison un peu isolée, pas près du centre du village, isolée un petit peu. Alors donc, bon, mon père partait des fois des nuits, des semaines, des fois 15 jours. Nous étions seuls avec notre mère. Alors nous étions moi, mon grand frère de 4 ans de plus, ma petite sœur de 2 ans, parce qu'on avait transité d'abord par des camps. Moi j'avais 5 ans, donc là, puis j'avais deux frères de plus. Donc 3 frères, ma sœur et moi, 5 nous étions. D'accord. Voilà, alors mon père, bon, a été blessé pendant la guerre, donc il ne pouvait pas travailler. Mais on aurait pu lui donner un travail correspondant à son handicap, mais bon, je ne sais pas, d'après les actualités, vous savez beaucoup que je ne vais pas rentrer dans la politique avec vous, ouais. Non, mais on ne va pas parler de ça. Voilà. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez vécu, vous. Voilà, Lina. tout à fait, voilà. Alors, mon père, quand il est rentré, il était très, très alcoolisé. Ouais. Des fois, il est revenu avec des copains très alcoolisés, à 4, 5. Et il obligeait ma mère à faire le repas à des fois 1h du matin, 2h du matin. Oh là là. On entendait crier. Puis bon, c'était un petit appart, une petite maison ancienne. On avait du parquet là-haut. Quelques petits trous dans le parquet. Et après, quand un jour, elle a refusé parce qu'elle était très fatiguée, enceinte, bon, ses copains sont partis. Et j'ai entendu crier, j'ai mis l'œil au parquet et j'ai vu mon père charger le fusil. Mon Dieu. Et ma petite sœur qui lui cachait les balles, parce que ma petite sœur était descendue avec lui. Elle lui prenait les balles, elle lui reprenait les balles, les mettait dans le fusil. Et ensuite, il est sorti dehors pour la tuer. Il l'a cherché partout. Elle s'est enfuie en chemise de nuit en plein hiver, là, en plein mois de décembre. Puis moi, bon, j'attendais. Et puis comme j'étais très petite, j'ai été emportée par le sommeil. Ma petite sœur aussi est venue dormir parce qu'il est sorti dehors. On avait très peur. Bon, on s'est endormi à force. Vous savez, des enfants, on a beau attendre, on s'endort. Mon grand frère, qui avait 4 ans de plus que moi, donc j'avais 4 ans, 5 ans. De 5 ans et 4, il avait 9 ans. A résisté un peu plus au sommeil. Et puis, lui, comme il l'a pas trouvé, il est remonté, bon, parce qu'il devait être très saoul, donc il n'a pas dû marcher trop longtemps pour la chercher. Tant mieux. Il est remonté, mon père. Oui, mais j'ai bien compris, mais tant mieux. Il est remonté dormir. Ouais, il est allé se coucher. Oui, et mon frère restait à écouter. Puis ma mère est revenue, elle a frappé tout doucement. Mon frère est descendu aussi en petit pyjama, en plein hiver. Ils ont fait 3 kilomètres pour rejoindre la maison de ma grand-mère. Et ensuite, le matin, on s'est réveillés. On ne voyait pas ma mère, mais moi, je me suis rappelée de ce qui s'est passé la veille. Alors, mon vous père étiez dormait. toute petite pourtant, Lina. Oui, j'avais 5 ans. Ouais. Et je suis allée voir mon père, il dormait. Nous attendions qu'il se réveille. Et après, vers midi, il s'est réveillé. Et on lui a dit, mais où est maman? Où est maman? Il nous a dit, écoutez, je l'ai tué, je l'ai enterré dans le jardin. Oh là là. Avec ton frère. Alors, moi, j'étais la plus grande, ma sœur. Ma sœur, bon, quel âge elle avait, ma sœur, puisqu'on a 3 ans de différence. Moi, elle avait 2 ans. Elle a 3 ans. Oui. 3 ans. 5 ans, 3 ans. Et donc, on ne connaissait pas ce que c'est de tombe. Donc, on creusait n'importe où. On ne savait pas que la terre serait fraîche. Vous cherchiez toutes les deux votre maman. Voilà, on cherchait des trous, on faisait des Vous l'avez cru? dans le jardin. Ah, oui, mais vraiment, profondément.
Vous deviez croyait que ma être mère était totalement terrorisée et en panique. Ah oui, oui. On faisait des trous partout, partout, partout. On pleurait. Et on trouvait rien. On cherchait, on creusait pendant plusieurs heures. Et puis, heureusement, vers 5 heures, j'ai vu arriver ma grand-mère, ma mère et mon frère. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et à ce moment-là, nous étions, comment dire, on ne pouvait plus parler, on était étonnés, on était surpris, on ne s'attendait pas à ça. Puis après, ma mère est arrivée, tout ça. Quand elle nous a vu ce qu'on faisait, elle s'est mise à pleurer, elle nous a pris dans ses bras, tout ça. Et ils sont revenus, ma grand-mère l'a ramenée en disant « c'est ton mari, il faut que tu restes avec ton mari ». Bon, à l'époque, quand nous appelions la police... Elle a dit ça. C'était tout de même sa mère à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé il faut que je protège ma fille. Non, c'est la mère à mon père. Ah, d'accord. Il faut que tu restes avec ton mari. La mère, voilà. Ah bah voyons. Et la sœur de mon père aussi était avec ma grand-mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait, votre maman? Ma maman, elle est repartie à la maison pour s'occuper de nous, parce que elle a su qu'on a dû souffrir cette nuit-là. On nous a fait manger tout ça, elle est restée là. Et puis ça recommençait, c'était toujours pareil. Ils venaient, ils criaient chaque fois qu'ils partaient, des fois une semaine, des fois 15 jours, ils revenaient. Des fois c'était le couteau, ils sortaient le couteau, je vais tous vous tuer. Ils coupaient le courant, le compteur d'alimentation, on se cachait partout. Et puis quand on appelait la police venait, disait bon allez monsieur, il paraît que c'est ça, quand même, il repartait, il disait rien. Et un jour, on avait déménagé l'appartement après. Il continuait toujours pareil. Il tapait ma mère, en fait. Chaque fois, il se montait sur ma mère, il la tapait, il lui arrachait les cheveux, il tapait la tête contre le sol. Quelle scène de violence vous avez eue sous les yeux? Et nous, chaque fois, on montait sur mon père pour lui tirer les bras, pour l'empêcher de la frapper. Mais vous ne pouviez pas. Criait. Elle ne pouvait pas partir avec vous, votre maman? Non, parce qu'il n'existait pas toutes ces associations, tout ce qui se passe. On parlait de rien. Elle était obligée de subir comme ça. Voilà, de subir. Et elle recevait des coups, puis le lendemain, c'était comme s'il n'y avait rien, elle faisait à manger. Parfois, il faisait à manger à ses copains, puis nous, on regardait les bonnes choses, quoi. Et nous, on mangeait, ce qu'il y avait de moins bon ou ce qui restait dans l'assiette. Et il repartait. Vous voulez dire qu'il ne se préoccupait absolument pas de vous? Pas de nous, non. Il prenait l'argent de ma mère, les prestations, il prenait sa pension, puis des fois on ne le revoyait pas pendant 15 jours. Ça vous faisait un répit en même temps? Comment? Ça faisait un répit en même temps. Ah oui, pour nous c'était un répit. Pour nous, on se disait pourvu qu'il ne revienne pas. Pourvu qu'il ne revienne pas. Mais quand la nuit tombait, on avait peur. On avait toujours peur la nuit. On avait tous se demandé toujours s'il rentre, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Donc, vous avez dû vivre en permanence comme ça, sous l'emprise de la terreur. Ah oui. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle pouvait vous dire à ce moment-là pour essayer de vous apaiser un tout petit peu? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle ne nous disait rien. Elle nous disait je ne peux pas partir. Il m'a dit que s'il partait, il me tuerait. Alors, combien d'années ça a duré comme ça? Alors, ça a duré de 60... On était en 63, ce village. 63, 68. Oui. Donc pendant... Après, en 68. Oui. Ensuite, on a déménagé dans un village parce qu'on devait acheter une ville. L'État les rapatriés nous avaient acheté une maison, à crédit.
Et le temps que la maison se finisse, on habitait dans une campagne avec un voisin, c'était le propriétaire de la campagne. Et là, c'était pareil, rebelote, il faisait pareil, il buvait, il rentrait déjà impossible. Il prenait le fusil, ils ont dit qu'il allait nous tuer à tous. Il se montait, Il n'y avait pas moyen d'aller porter plainte au commissariat? Non, non, il n'y a qu'une seule fois qu'on est allé voir la police, ils sont revenus. Ils ont dit, monsieur, si vous recommencez, on vous mettra en salle de dégrisement. C'est tout. Il n'y avait rien à cette époque-là pour les femmes. Et ensuite, une fois, il est revenu, pareil, au bout d'une semaine. Mais moi, je l'ai suivi parce que j'étais un peu plus grande là. Là, j'avais 11 ans. 11 ans, oui. Je l'ai suivi dans la chambre, je l'ai vu ouvrir sa mallette, une mallette qui fait ma clé. Il a pris un gros couteau. Il l'a caché entre le pantalon et le pull, sous le pull. Il est allé éteindre le compteur. Mais c'est pas une histoire inventée que je vous raconte. Non, mais je suis... C'est une histoire véridique. Je vous écoute. Et très vécue. Hein. Et je suis partie en courant vers la chambre. J'ai dit, cachez-vous tous sous le lit, cachez-vous, cachez-vous. Il a pris le couteau, il a tous nous tuer. Alors, il a été à le compteur pour ne pas qu'on ait de lumière. Et on s'est tous mis sous tous les lits et on se blottissait l'un contre l'autre. Et après, on faisait que crier au secours, au secours, au secours. Et puis là, je ne sais pas si c'est parce qu'il a eu peur que le propriétaire à côté entende vienne. Il a rallumé le compteur et il s'allongeait sur son lit. Vous étiez en dessous? Non, sur son lit à lui. Ah non, oui. il n'était pas allé sur son lit. Alors, on n'a pas fait les petits ogres. Voilà. Voilà. Et donc, il est allé dormir, je l'ai suivi et j'ai vu qu'il a mis le couteau pas rangé dans la mallette. Il l'a mis derrière la mallette. Alors, pendant qu'il dormait, Vous avez pris le le matin, couteau. il dormait encore. J'ai pris le couteau. Je suis partie dehors. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait un très gros trou avec une pioche. J'ai enterré ce couteau pour ne pas qu'il recommence, en me disant dans la tête qu'il ne recommencera pas. Oh, mais il avait autre chose dans sa mallette ou pas? Non, il avait que ce couteau à ce moment-là. Et où était passée la carabine? Et la carabine, par contre, il avait toujours. Ils ne lui ont pas enlevé. La carabine, il l'avait cachée ailleurs. Là, il s'est servi du couteau. Mais comme il avait peur du voisin, je pense que c'était un Oui, il nouveau voulait pas voisin. faire de bruit. Ouais. Et là, quand la villa était prête, on est parti dans notre villa. Rebelote, c'était pareil. Hein. Ouais, c'est un film Toujours d'horreur. l'alcool. On dormait jamais la nuit. Surtout, on dormait surtout pas quand il partait. On savait qu'elle allait revenir alcoolisée et qu'il allait frapper ma mère devant nous et il l'a tuée. Alors c'est pareil. Et une fois, je sais pas ce qu'il lui a dit. Et puis il était complètement sous. Hein. On était tous là-haut avec ma mère. Et dans une chambre réfugiée, on a fermé la clé. Et lui qui lui disait, il est monté à la chambre, il lui a dit de toute façon, je vais t'ouvrir le ventre de bas en haut et je te recoudrai avec du fil noir. Mais quelle horreur. Comment avez-vous Et fait? puis il a défoncé la porte à force, parce qu'il avait une grosse force. Il a défoncé la porte. Il a fait sauter la serrure. Il est rentré. Il a pris ma mère, il était dessus, puis il tapait, il lui arrachait les cheveux. Bon, on était tous autour d'elle, on était plus nombreux, parce que là, on était 9 enfants. Non, 7 enfants, pardon. Alors, il y en avait 2 qui n'étaient pas encore nés. D'accord. Alors, mon grand frère, tout ça. Et moi, Et vous ne pouviez pas à tous avoir raison de lui, c'était trop Ah non, c'était trop. Et après, on arrivait quand même à le faire sortir de là parce qu'il recevait trop de coups. Et moi, je lui ai attaqué les yeux. Je dis ça en lui crevant les yeux. Quand j'y repense, je dis, mais j'aurais pu faire un drame, quoi, crever les yeux de mon propre père. Ouais. Mais là, sur le moment, c'était pas mon père. Je lui crevais les yeux, je lui rentrais les doigts dans les yeux en me disant que peut-être il va s'aveugler
et il ne pourra plus rien voir, il ne verra pas ma mère, donc il ne la tapera pas. Et les autres le tapaient, d'autres tapaient avec des chaussures, d'autres poussaient. Et quand il se levait le matin, père, après avoir dormi, dans quel état il était? Il avait oublié? Ah mais quand il se levait, c'était l'après-midi. Oui, mais il avait oublié, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui. Ouais. Il n'avait pas conscience de ce qu'il avait fait? En fait, on n'y a jamais demandé s'il avait oublié. Je ne sais pas. C'était des questions que je ne pensais pas à penser, mais je sais que ma mère le lui disait. Ma mère le lui disait, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais il ne répondait pas. Et puis, une autre fois, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir de la famille de ma mère. Et là, il s'est servi de la carabine, par contre. Et on a dû s'échapper par la fenêtre, par la baie vitrée qui donnait sur le jardin, parce que c'était pas encore clôturé, le jardin. Et il tirait dans tous les sens. Nous, on courait partout. Il aurait pu tuer quelqu'un. Ah bien sûr, il aurait pu tous vous tuer. Oui, tous. Et heureusement, on se mettait à plat ventre dans un champ qui était un peu plus haut. Et il a pas tué quelqu'un, heureusement. Et ensuite, bon, le maire du village nous a abrités chez lui pendant une semaine. La police est arrivée. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Monsieur Boulefa, monsieur, vous nous donnez votre carabine, votre fusil. Vous n'avez plus droit de posséder un fusil. Ils sont repartis. Ils n'ont rien dit. Mais ils lui ont pris son fusil au moins? Oui. Bon. Ils n'ont rien dit. Ils lui ont pas dit on peut porter plainte, ce que vous faites est honteux. Non, et c'est-à-dire que voilà quelqu'un. Ah non. Oh là là. Ils ont pris simplement le fusil. Voilà. Bon, c'était à ma mère de porter peut-être plainte. Ouais, mais ma mère, il lui disait, de toute manière, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Si jamais si tu vas porter plainte, je te prendrai et je t'égorgerai, toi et tes enfants. Elle devait mourir de peur. Ah ouais. Elle a fait tout. Elle est restée pour vous protéger. Oui. Se protéger et nous protéger parce que elles auraient parti aussi, il aurait peut-être retrouvé. Ouais. Ça a duré jusqu'à quel âge, Lina? Alors ça a duré jusqu'à ce que mes frères grandissent. Alors quand ils ont grandi, pas le grand, l'autre, il a fait 18 ans ou 19 ans. Ouais. Il a attrapé un jour mon père par la gorge. Hein. Il a dit, écoute, tu as fait de ma mère ce que tu as voulu, mais à partir d'aujourd'hui, si tu touches à ma mère, tu es un homme mort. Wow. Et depuis ce jour-là, il n'a plus touché ma mère. Et alors, vos parents sont toujours vivants, Lina? Non, mon père est décédé en 2009. Et avant, pour vous dire, quand mon frère lui a dit ça, il s'est retourné, mon père, et parce qu'il a de la force, mon père avait beaucoup de force. Il a pris mon frère, celui-là, il lui a mis la tête dans la cuvette des WC. Oh là là, quelle violence! Pendant 3 fois, il a remonté, il a redescendu pendant 3 fois. Il lui a dit, et maintenant, essaye, et tu essaieras de me tuer si tu veux. Je toucherai ta mère quand je veux. Essaye de me tuer. Et puis un autre de mes frères a intervenu. Il lui a dit, il n'y a pas que lui. Il y a moi aussi. Et je pense qu'après là, bon, il buvait, mais ne tapait pas ma mère. Ouais, mais enfin. Jusqu'à est-ce qu'il a été violent? Est-ce qu'il a été violent avec lui? Avec lui-même? Non, avec vos frères ensuite, et après avec vous et avec votre sœur. Eh bien, avec nous, en fait, il n'était pas violent parce qu'on avait peur de lui. On ne faisait rien qui pouvait l'énerver. Par contre, le grand, oui, il n'écoutait pas. Le grand n'écoutait pas trop parce qu'il voulait avoir des amis quand on était rentré d'Algérie. Il était plus grand, lui, il avait 4 ans de plus. Donc, moi, quand on est arrivé à ce nouveau village, lui, moi, j'avais 5 ans à ce moment-là, et lui, il avait 9 ans. Mais alors, il avait des copains. Vous n'êtes pas allé à l'école? Est-ce que vous n'avez pas parlé autour de vous? C'est à partir de 6 ans, l'école. Ouais.
l'école primaire. Et là, mon frère, quand il rentrait, qu'il savait qu'il avait été joué avec des copains parce qu'il est arrivé avant lui, si je vous disais ce qu'il faisait, vous allez me dire, je crois que j'aurais un film à la télé, les gens, je crois, ils tomberaient Tomberaient par terre. Ils auraient des crises de pleurs, ouais. Qu'est-ce que il attrapait mon frère, il lui mettait le pied sur la gorge, là où c'est que la personne peut mourir. La carotide. Ouais. Et avec une ceinture, il tapait avec le ceinturon sur la tête, sur le dos, sur les bras, partout, pendant au moins un quart d'heure. Mais quelle horreur, mais quel cauchemar. Quel cauchemar vous avez vécu. Tout le temps. Chaque fois qu'il savait qu'il n'était pas à la maison quand il est rentré, alors qu'il ne faisait pas de bêtises, il allait simplement jouer avec des copains au football, ou simplement des fois, il osait lui répondre, quoi. Je ne sais pas s'il lui disait quelque chose de méchant. Enfin, il essayait de vivre, le malheureux. Oui. Ou si jamais il voulait défendre ma mère, s'il disait par exemple, il insultait ma mère, il lui disait pourquoi tu insultes ma mère, et bien il l'attrapait, il lui faisait ça. Et puis une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, il nous a pris tous les deux et il nous a enfermés dans la bergerie pendant 2 jours. Sans manger, sans boire. Sans manger, sans dormir, sans boire. Vous avez eu une enfance d'une violence mais inouïe. Comment vous avez fait pour vous en sortir, Lina? Eh bien, écoutez, on est tous des psychologues, on est tous des psychiatres. Mon frère a fait une tentative de suicide, il s'est loupé. Le pauvre, c'est un légume depuis l'âge de 40 ans. Et là, il a 54 ans. Il s'est loupé. Moi, je suis en dépression depuis que je suis toute petite. Ouais, vous avez vu trop d'horreur. Et on est tous en dépression, quoi. Moi, le moindre, à l'époque, je travaillais chez des pères. Quand je faisais ça, j'étais encore à l'école. Je faisais des petits boulots pour avoir peut-être un peu d'argent de poche parce que mon père prenait tout l'argent, ma mère et tout. Et les personnes chez qui je travaillais, dès qu'ils rentraient, je faisais des sursauts incroyables. Et après, je leur ai pas dit pourquoi. Et après, chaque fois qu'ils rentraient dans une pièce, il fallait qu'ils frappent, qu'ils s'annoncent pour ne pas que je sursaute. Oui, tellement vous aviez peur de voir arriver à nouveau la violence. Ouais. Écoutez, ce que vous racontez est absolument terrifiant. Mais j'imagine qu'il y a parmi nos auditeurs des personnes qui ont dû connaître une expérience similaire à la vôtre, ou en tout cas peut-être moins violente, parce que ce que vous racontez est tout de même inouï et tellement fort. Alors, s'il y a des auditeurs qui souhaitent intervenir tout au long de cette émission pour parler de ce genre de traumatisme, parce qu'effectivement, quand on a vu son père ou sa mère faire l'objet comme ça de tant de violence, je crois que ce sont des traumatismes qui marquent de façon indélébile. On a du mal à s'en remettre. Et puis ensuite, je dormais jamais sans fouiller sous mon lit, sans fouiller dans l'armoire, même adulte. Et quand j'ai fait 18 ans, j'avais rencontré un garçon vers 16 ans. Quand la première chose que j'ai demandé, est-ce que tu bois? Il m'a dit non. Eh bien, à 19 ans, quand il m'a demandé de me marier avec lui, je n'ai pas regardé rien, aucun défaut de lui, tu vois, vous voyez. Ah ouais. Je n'ai pas cherché les défauts, je n'ai pas cherché ce que uniquement s'il buvait ou pas. Voilà, pour que je puisse passer des sommeils tranquilles et ne pas être traumatisée, quoi. Ouais. Voilà. Mais malheureusement, il ne m'a pas fait ça quand même, il ne m'a jamais frappé, il ne m'a pas jamais maltraité, et il n'a jamais fait peur à ses enfants. Jamais de bruit quand il rentre à la maison, ou il fait à manger, ou il boit, quoi. Il était très correct. Malheureusement, je suis tombée sur un homme qui avait une addiction au jeu. Ah. Au jeu, et donc j'ai divorcé à l'âge de... En fait, il s'est fait du mal à lui-même. Ans. Comment? Il s'est fait du mal, mais à lui-même. Oui, mais à nous aussi. J'imagine. Parce que moi, il perdait tout. Il avait
il ne payait pas les factures, il ne participait pas aux factures, il ne participait pas à remplir le frigo, donc à payer les factures, à savoir s'il y a une assurance d'une voiture, s'il y a le contrôle technique de la voiture, si les enfants ont besoin De quoi que ce soit. d'être habillés, quand ils sont partis tous à la fac, s'ils avaient besoin d'argent pour pouvoir vivre, payer manger, dormir, quoi, payer leur chambre. Combien de temps vous êtes restée mariée, Rien, Lina? rien. C'est moi qui tenais tout, quoi. Je travaillais, je faisais des ménages à domicile parce que j'avais pas trouvé de poste qui correspondait dans ce village à mon travail, à mon diplôme. J'étais secrétaire normalement de métier. Ouais. Donc j'ai pris le premier travail venu. Je faisais du domicile auprès des personnes âgées. Donc c'était avec mon argent que j'ai pu me débrouiller, quoi. Financer Voilà. tout ça. Quel courage. Et puis bon, après vers 40 ans, je me disais mais si vraiment il m'aimait, enfin je sais pas. Et puis c'est cette question que je voudrais vous poser. Voilà, c'est pour ça que je suis partie de l'histoire de mon père pour vous dire que j'ai rencontré cet homme en croyant être tranquille, mais finalement je me suis retrouvée dans un autre Addiction. un autre genre où, bon, De je n'étais pas dépendance. frappée, mais je devais faire face à tout. Et j'ai divorcé, j'ai demandé le divorce, lui ne voulait pas divorcer, bien sûr. Mais je travaillais, mais lui participait à rien. Bah à oui, parce rien. qu'il dépensait tout au jeu. Il jouait à quoi d'ailleurs? Les jeux Les courses? les courses en direct. Ouais. Les courses en direct. Et alors, il mentait beaucoup. Quand il revenait, il me disait j'étais là-bas, c'était pas vrai. Puis on a perdu la maison parce que bon, il voulait rien finir. C'était toujours plein de choses. Ou alors il m'obligeait à faire des fausses déclarations à la CAF pour être mère seule, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent pour moi, pour pouvoir m'occuper de la maison et que son salaire Alors, lui en fait, revienne qu'à lui pour ses jeux. dans votre vie, si je résume, vous avez eu affaire à deux formes de dépendance. L'alcool de la part de votre père, et ça a donné lieu à des violences terribles sur votre mère et sur votre frère. Et puis ensuite, à l'âge de 19 ans, vous tombez sur un homme qui, lui, est dépendant du jeu, addict au jeu. Donc toute votre vie, vous avez vécu, enfin toute votre vie, les deux hommes, il y a eu d'autres derrière, Lina? D'hommes? Oui. Ben bon, j'avais rencontré un homme quand j'ai divorcé 2 ans après, mais je suis pas restée longtemps avec lui parce qu'il était lui aussi buvait en cachette. Ah oui, ça c'était difficilement supportable pour vous. Ouais, vous avez. Il buvait en cachette. Bon, alors quand je voulais que je n'étais pas d'accord, quoi, je voulais sortir dehors, prendre l'air, il va me faire macler la porte, il m'a enlevé le sac. Bon, mais après, il n'a pas été plus loin, quoi. Non, vous avez quand même beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Alors, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants, Lina? Non, mes enfants ont très bien réussi. J'ai ma fille qui est devenue sourde à 16 ans, que j'ai dû amener partout, chez l'orthophoniste, la faire suivre quand elle était au cours primaire, l'orthophoniste, un éducateur qui la suivait par l'intermédiaire d'une association, parce que je ne voulais pas qu'elle parte dans des centres. Oui. Et j'ai trouvé une association de Montpellier qui s'appelle l'Arieda, qui fait du beau travail et du très bon travail. Et donc, ils l'ont beaucoup aidée. Ils ont fait une intervenance. Elle avait une orthophoniste pour les parties littéraires, langue vivante, un éducateur pour les parties scientifiques et une psychologue au cas parce que par rapport à son handicap. Bien sûr. Donc, elle était pas complètement sourde et sa surdité est descendue très vite parce qu'elle avait les 2 nerfs auditifs atteints. Ah. Donc, à 16 ans, elle était complètement sourde.
La pauvre. Et moi, on me l'a annoncé quand elle avait 7 ans. Et j'étais dans l'angoisse perpétuellement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mon docteur m'avait donné un anxiolytique parce que je ne pouvais pas. Ah, c'est difficile de faire face. Parce que je la voyais écouter de la musique. Elle aimait beaucoup un groupe là, qui chante en anglais. Là, je ne me rappelle plus. Oh, il y en a quelques-uns. Stone. Ouais, les Stone, un truc comme ça. Là. Ouais. Et j'entendais écouter la musique. Elle écoutait des belles musiques, quand même, des beaux. Mais même, quelle que soit la musique qu'elle écoutait, je me disais, mais à 16 ans, elle ne pourra plus écouter cette musique. Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas peut-être réussir à l'école. Elle va être dépendante de quelqu'un, elle va... Écoutez, Lina, moi je vous trouve incroyablement courageuse, mais je trouve surtout que vous avez certainement su donner une force à vos enfants peu commune. Donc j'imagine qu'elle s'en est sortie. Ouais. Mais ce que vous racontez... oui, elle s'est sortie, oui. Elle est allée à la fac, elle a eu le bac avec mention. Bravo, vous vous rendez compte? Et ça, c'est grâce à vous, hein. C'est parce que vous avez lutté pour eux. Ah ben oui, les devoirs, c'était... Je faisais un travail de manière à rentrer à 5 heures. À 5 heures, ils étaient vraiment à la cuisine. Je cuisinais, en même temps, je servais leurs devoirs. Mais après, quand ils sont passés au collège, là, je les aidais pas trop. Sauf pour les fautes, parce que j'étais très bonne en orthographe. Mais les maths, tout ce qui était nouveau à mon époque, je leur demandais de faire leurs devoirs. Voilà, c'est ça. Mais ils avaient de très bonnes notes. Écoutez, votre histoire, elle est exemplaire. J'ai bien entendu que vous étiez en dépression. Mais malgré tout, tout ce que vous avez traversé, vous avez lutté, vous avez sorti vos enfants de là. Et moi, je vais vous dire, chapeau. Chapeau, Lina. Bravo. Je ne sais pas si d'autres auraient eu ce courage, cette force que vous avez eu, vous. C'est un très beau témoignage que vous nous avez livré là. C'est une belle leçon de vie. J'espère que nos auditeurs vont poursuivre, vont nous appeler pour témoigner aussi de la manière dont ils s'en sont sortis. Je pense que ce que vous avez subi était d'une violence tellement dure que c'est vrai que ça doit être compliqué de se sortir de ça. Et c'est pour ça que je veux dire que moi, je vous trouve très, très courageuse. Alors, je vous embrasse de tout mon cœur. Actuellement, actuellement, depuis 2 ans, je me sens pas du tout forte. Mais c'est normal. Je me sens pas du tout forte et je me demande comment j'ai fait tout ça parfois. Mais vous l'avez fait. Pourquoi je suis pas forte? Vous l'avez fait. Vous ne vous sentez pas forte, mais vous l'avez fait. Et je me sens très seule. Ça, c'est possible. Écoutez, je crois que il faut se servir de ce que vous avez déjà utilisé, c'est-à-dire les associations. Il faut pas rester seule, Lina. Vous devez aller parler, vous devez aller témoigner. J'ai cru comprendre que vous habitiez pas très loin de Montpellier. C'est une belle ville avec des gens chaleureux. Je crois qu'au sein de cette ville, vous pouvez trouver des associations qui vont vous aider parce que on ne laisse pas seule une femme comme vous. D'accord ? D'accord. Entendu. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline, de m'avoir écoutée. Et merci aux auditeurs. Et merci à toute l'équipe qui vous entoure. Merci. Au revoir, Lina. Au revoir, merci. Et nous allons tout de suite poursuivre avec Michel. Michel, bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Alors, vous étiez passé à Noël avec moi, me dites-vous? Oui, c'était vers cette période-là, oui, exact. Ouais. Je avec vous et j'avais vraiment apprécié votre analyse. C'est sympa, donc, ça. Et ce soir, dès que j'ai entendu votre voix, je ne savais pas que c'était vous, je dis tiens, je vais appeler. Voilà. Ah quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Je suis contente de vous parler. Comment allez-vous, Michel? Ça va. Moi, je vais être sincère. Le moral est bon. J'ai la pêche. Ouais. J'ai surmonté. Je suis non-voyante depuis 4 ans. Ouais. Il a fallu arrêter une profession. Je crois que vous étiez dans l'édition et vous passiez un concours parce que vous deviez avoir un chien et que on peut pas avoir ce chien comme ça n'importe comment. Il faut être prêt à pouvoir suivre le chien en fait, en quelque sorte, qui va vous guider. Il faut passer par des stages et des évaluations, surtout, ça s'appelle en locomotion. Voilà, c'est tout l'art d'avoir un chien guide, il ne faut pas le mettre en danger. C'est ça.
Voilà, et donc ça y est, je suis en train de finaliser mon dernier stage au mois de juillet. Waouh, Le chien, bravo. ça y est, il m'a été désigné. Je sais quel chien je vais avoir. Et en plus, c'est un chien qui me passionne. C'est un Ah berger bon? australien. Ouais, Waouh. oui, j'adore. Donc voilà. Et ça, c'est la grande nouvelle parce que ça va être un compagnon super Ouais. qui va m'aider dans mon quotidien. Et autrement, bon ben voilà, j'ai une vie très active malgré l'handicap. C'est-à-dire que je fais plein de choses, quoi. Je me suis pas écroulé, j'ai bien réagi. Je sais pas comment, hein, c'est inexplicable. Hein. On m'avait dit il y a 5 ans, tu vas devenir non-voyant. J'ai dit, attends. Mais chaque fois que je vous parle, vous témoignez d'une grande force, hein, et puis toujours ce ton optimiste. Oui. Alors, est-ce que ça vient... Alors, tout le monde me dit que ça, mon entourage proche, est-ce que je suis un ancien de la compète du judo? Est-ce que ça vient de là? J'ai su me faire mal physiquement, préparer des niveaux nationaux quand même. Oui, mais Donc, je crois que vous continuez, hein, vous m'aviez dit, à faire du sport. Oui. Je suis en train d'essayer de créer une cellule en e-sport judo, voilà, en me rapprochant de la PD. Mais d'ailleurs, ce soir, tiens, on parle de sport vite fait. Caroline, ce soir, nous sommes champions de France à Chalon-sur-Saône en pro basket. Voilà. Waouh. Il y a à peine une heure, là, voilà, ça y est. Bah, on a la primeur de vos enfants. Voilà. Et c'est à 500 mètres de chez moi, le Colisée, ça s'appelle. Voilà, nous avons fait le titre. Bon, ce que je voulais surtout évoquer, c'est que malgré l'énergie, malgré l'envie de vivre, hein, moi je suis un passionné de la vie, hein, je sais qu'il y a pas encore vraiment plein de choses de bien à faire et à construire. Ce qui me manque, c'est l'essentiel, mais j'ai quelques relations, mais je construis rien, quoi. En gros, je suis un ceinture noire judo qui est une ceinture blanche en amour, je sais plus faire. Ah, mais ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de diplôme là-dessus. En amour, il n'y a jamais de diplôme, Michel. Je m'aperçois que c'est très compliqué. Vous avez raison, mais justement, on va prendre le temps. Là, tout de suite, surtout vous ne raccrochez pas parce qu'on doit s'interrompre le temps du journal. Vous restez avec nous et surtout, je vous retrouve tout de suite après, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Merci, Caroline. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et nous allons reprendre le fil de cette libre antenne, le 39-21 toujours. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h, c'est-à-dire qu'il nous reste une petite heure pour bavarder, pour échanger. On parle de ce qui vous importe, de ce qui vous intéresse ou de ce qui vous a perturbé. Nous avons eu un témoignage particulièrement poignant tout à l'heure de la part de Lina. Voilà, j'aimerais que vous sachiez que je suis à votre écoute. Si je peux vous aider le cas échéant, n'hésitez pas, le 39-21. Vos SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit, vos mails sur notre site europe1.fr et nous allons retrouver Michel. Europe 1, Caroline Veil. Michel, vous êtes là? Oui, Caroline. Bon, c'est bien. Alors, donc, vous me disiez, et oui, il vous manque l'amour. Vous avez beau vous accrocher, faire tout ce qu'il faut pour ne pas perdre le moral. Malgré tout, l'essentiel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même d'aimer, d'être aimé. Moi, je dirais que c'est d'abord de vivre. L'envie de partager, l'envie de vivre à deux, voilà, l'envie d'avoir des projets. Ouais. Et bon, je vais avoir 57 ans le 26 juin, dans quelques jours. Je me dis qu'il y a tellement de belles choses encore à faire que... Vous avez tout à fait raison. Hein. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors j'ai voulu forcer un peu le destin. Je me suis mis, ce que j'expliquais à Corentin, je m'étais mis sur un site. Moi qui suis pas vraiment... je débrouille bien en informatique, en synthèse vocale, en tant que non-voyant. Ouais. Donc voilà, puis je suis rentré dans le jeu. Alors je prends 2-3 relations éphémères. Virtuelles ou éphémères, donc, Oui, non, mais il y a eu des relations, mais voilà. Ah, c'est bien. Oui, mais bon, voilà,
derrière, je suis pas bien après, parce que moi, Ça vous a j'ai fait de la envie d'aimer, peine? quoi. Oui, ça me fait de la peine, puisque je sais que c'est pas constructif, que je le sens. Ouais. Il faut que je tombe amoureux, et réciproquement, bien sûr. Donc Mais- c'est pas simple. Mais Alors, Michel, c'est pareil dans la vie, même quand on va pas sur les sites. Vous savez, on se rencontre et puis on est déçu aussi quelquefois. ah, mais tout à fait, ça fait partie du système. Je Ouais, comprends. c'est pas le site qui fait ça. Oui, c'est pas le site, vous avez tout résumé. Non, là j'ai levé le pied, j'ai dit allez, j'y vais plus, ça m'intéresse plus. Donc je me mets à fond dans mes activités, mon tandem, à côté. Alors j'ai une passion, c'est les maraîchers. Moi je veux chercher des bons produits. Vous voyez, Ouais. pendant que je vous écoutais au niveau des informations, en train de remuer une petite ratatouille là pour demain. Ah, c'est sympathique. Ouais, je cuisine, mais moi j'ai que des bons produits parce que je suis très à cheval là-dessus. Et Ouais. puis voilà, donc c'est surtout que je cherche pas une béquille, quoi, à vrai dire. C'est ce que Non, en fait, c'est pas une béquille. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait autonome. Ça, j'ai bien Ah compris. oui, Vous êtes parfaitement capable de vous assumer, de vivre tout seul. Ce que vous voulez, c'est partager, échanger et parcourir le monde avec les yeux de quelqu'un qui vous le raconterait. Alors, exactement. En plus, il y a 1 an et demi, je sais pas si je vous l'avais dit, j'habitais à Ajaccio. Ouais. Je vivais en Corse. Je m'y suis fait des amis. Bon, je connaissais la Corse depuis des années, parce que je faisais beaucoup de motos autrefois. Et Oui, là, c'est bien sûr, moins j'ai conseillé. des amis vraiment soudés maintenant, depuis que j'ai habité au Route des Sanguinaires, à Ajaccio. Et voilà, je suis invité constamment en vacances là-bas. Là, je vais pédaler au mois de septembre pour faire un tour de Corse. Mais voilà, je suis revenu en Bourgogne tout simplement parce que j'avais aucune possibilité d'avoir un chien guide en Corse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure là-bas. Comme il fallait de bons locaux, connaître bien la ville, j'ai grandi à Châlons, j'ai passé le bac, etc. Donc là, tous les feux sont ouverts. Ouais. Maintenant, voilà, je suis pas sédentaire. Je sais que s'il faut repartir, je repartirai. Je prends même des contacts. Je suis en relation avec Marseille, c'est un club d'handisport judo qui me demande, au Catalan d'ailleurs, pour le quartier. Et voilà, j'ai Montpellier. Tout à l'heure, je vous ai entendu citer Montpellier. J'ai une bonne touche à Montpellier. Je parle sur le sport handicap. Ouais, Voilà, ça c'est bien. Enfin, je vous trouve plein d'énergie. parce que j'aime ça. J'aimais ça avant que la chape de plomb Ouais. quelqu'un m'appuie sur l'interrupteur. Comme vous dites. Hein, Vous le dites et m'a joliment baissé et la lumière. gentiment. Vous le dites avec beaucoup de gentillesse, Michel. Oui, mais parce que j'ai passé l'étape de la résilience. Ça y est, c'est fait. Non, mais J'ai eu vous la voyez, colère. oui, Caroline, mais il y a j'imagine 4 ans, bien. j'étais en colère. Mais c'est J'imagine fini. bien. Mais là, il n'y a pas d'acrimonie dans votre voix. Non, je pense que je suis comme ça dans la vie. Ouais. Je fais pas de... Bon, c'est vrai que... Alors, bon, c'est peut-être ma force aussi, ça c'est ce que mes proches me disent. C'est que moi, si je dois m'engager dans une relation, j'ai pas de sac à dos, j'ai pas de casserole, j'ai rien. Moi, j'ai mis ma vie à plat. Quand j'ai quitté le Valois-Perret il y a 6 ans, il a fallu arrêter l'activité d'imprimeur. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai tout cassé. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je veux pas non plus qu'on m'impose une charge comprenez, je veux que quelqu'un ait envie de vivre positif. Bah attendez, regardez, pendant que nous sommes en train de parler, juste comme ça, merci de donner mon téléphone à Michel, que je trouve plein de vie, de la part de Lucie, qui nous remercie d'avance. Écoutez, je l'embrasse d'avance, c'est adorable. Et ce que je voulais dire aussi, Caroline... Et puis j'ai eu un très joli petit message aussi à votre attention de la part de Chantal, qui dit « Michel me touche de plus en plus et il est du même jour que moi. Voilà, les meilleurs sourires et mon téléphone aussi. » Voilà, elle a l'air de le savoir, Chantal. Ça me parle. Ouais. je vois qui c'est. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pour ça que j'avais besoin de votre conseil. Alors, je crois pas au hasard, je crois au destin. Ouais. Alors ça, c'est peut-être des phrases faciles, mais je Non. que... Voilà, moi, c'est comme ça. Et bon, je vous ai peut-être dit aussi, j'ai eu 2 enfants. Non, ça, vous me l'avez pas dit. Oui, alors j'ai eu 2 enfants. Alors moi, je suis en charentaise avec eux, parce que, en plus, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais alors j'en ai un qui est kiné ostéopathe qui est installé à Valence. C'est les plus beaux, c'est les plus forts. Non, mais parce qu'ils ont bien marché, voilà. Bah bien sûr, pourquoi à votre avis?
Bah, je sais pas. Parce que Leur mère, avec leur un mère que j'ai encore en contact, elle me dit c'est que t'as oublié d'être con. voilà. Mais pas que. Direct, hein, Caroline. Oui, mais pas que. Pas que, Michel. Vous avez aussi une force de vie, une énergie, un optimisme. J'ai bien entendu que vous aviez été en colère et je me demande comment vous auriez pu faire pour ne pas être en colère parce que ce qui vous est arrivé est injuste. Ah oui, j'ai même été exécrable. Il y a un moment. Je pense que ce qui vous est arrivé est injuste. Vous aviez le droit de vous révolter, mais contre qui, contre quoi? Comme on dit, c'est la faute à la vie. Vous dites que vous croyez pas au hasard, vous croyez au destin. Moi, je crois que rien n'est écrit et que rien n'est déterminé à l'avance. Je pense que on a toujours 50% son libre arbitre et qu'on peut toujours faire basculer. Vous voyez, vous prenez votre vie en main. Voilà. Et vous voulez absolument, et vous avez raison d'ailleurs, en faire quelque chose. Oui, voilà. Je pense que c'est mentalement, même si tous les matins je me réveille, bon, j'ai du cardio chez moi, j'ai un bike, j'ai un tapis de jogging, je suis vraiment organisé pour que je dépende de personne. Voilà. J'aime l'autonomie, mais des fois je suis en train de pédaler. D'ailleurs, j'écoute la libre antenne le soir. Il a fallu bien me remettre en forme. Il y a 5 ans, j'avais pris quand même du poids. Il a fallu travailler là-dessus. Je me dis, c'est du gâchis. Ce soir, je pourrais... vous voyez, je fête le 26 juin mon anniversaire. Je préférerais le fêter avec une... Ouais. Voilà, c'est ça, je me dis. J'ai plein de projets. Alors, écoutez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas passer, après tout, peut-être que vous avez un compte Twitter. Oui, j'en ai un. Ben voilà, en disant le 26, c'est mon anniversaire. Je cherche des amis avec qui le partager. C'est difficile pour moi de m'en faire. Je crois que votre question, c'était, est-ce que je dois parler de mon handicap quand je vais sur les sites? C'était là où vous portez aussi votre interrogation. C'est là la clé. Vous avez tout résumé, Caroline. C'est qu'à chaque fois que je vais vous citer un exemple concret. Ouais. Je vais beaucoup à la piscine Sauna Hammam, qui est dans notre ville, champion de France ce soir, basket, je suis en pommade de la ville. On a un bassin olympique merveilleux, une centre nautique extraordinaire, avec piscine Sauna Hammam. Je finis toujours au Sauna Hammam, je fais mon petit bain de mon dos, je fais toujours les mêmes heures, toujours les mêmes personnes que je croise. Récemment, j'ai eu une belle rencontre. Je me suis dit, tiens, mais je suis dans le sauna, elle ne sait pas que je suis non-voyant. Elle me voit sans lunettes, sans rien. Ouais. Je sors de la cabine, je vous jure que le contact se passait bien. Hein. Elle me disait, t'es marrant, en plus t'en as dans le cerveau. Je sors, je vais à ma canne. D'un seul coup, je la cherche. Donc elle m'accompagne quand même. Et là, elle me dit, j'ai pas le temps. J'étais prêt à lui dire, je suis à 500 mètres, là, je vais t'offrir un verre. Hein. On va faire connaissance. Et voilà, ça crée le vide. Dès qu'il y a un handicap, alors voilà, je me dis, bon, c'est peut-être pas la bonne personne, mais ça peut effrayer un handicap. C'est pas si simple que ça, Caroline. Je suis assez d'accord avec vous, Michel. Je vais pas vous dire le contraire. Je vais pas vous dire, mais non, on s'en fout. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on s'en fout pas. C'est vrai que ça rend les choses plus difficiles. Plus difficiles, mais pas du tout impossibles. Alors, c'est pas impossible, bien sûr. Pas du tout impossible. Ça, je tiens à vous le dire. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. Moi, ce que j'en pense, si vous me sollicitez là-dessus, j'ai envie de vous dire que si vous retournez sur des sites, c'est impensable de ne pas le dire. Voilà. Mais ne pas le dire, ça veut dire autre chose aussi en même temps, c'est-à-dire que vous êtes totalement autonome et que vous n'avez besoin de personne. Et ça c'est évident. Mais ça c'est très important. Ça, c'est très important. Que vous n'avez besoin de personne, si ce n'est pour aimer et pour partager. Vous voyez, on n'a pas évoqué aussi l'association. Il y a une association qui est nationale, le siège est à Paris. On va la citer, c'est à Valentin Oui. C'est la VH, rue du Roc à Paris. Ils ont des comités dans toute la France. On a ça à Chalon-sur-Saône, on a un comité. J'y vais plus. Je me retrouve qu'avec des non-voyants. Comment va ta Cannes, comment va Joyce, comment va MVDA, les logiciels. Ça y est, moi j'ai fait le tour. Ça, je suis pas dans ce monde-là. Alors que je suis comme eux. Oui, mais vous avez envie de plus. De plus. J'ai pas envie de jouer l'handicapé. Non. Parce que là, je me sens handicapé quand je vais là-bas, je franchis la porte. Ça y est, je suis avec des non-voyants. Vous avez ce statut-là et vous n'êtes plus. Vous êtes réduit à ça. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ça. Ouais.
Mais moi, je voudrais que vous, sur le site, vous expliquiez tout ce que vous savez faire. C'est-à-dire, je fais très bien la cuisine, parce que je suis sensible à ce que vous m'avez dit. Je sens déjà le fumet de la ratatouille que vous êtes en train de tourner et dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Oui, Alors, comme j'ai rien dans l'estomac, je vous dis pas dans quel état vous m'avez mise. D'accord. Bon, bref. Mais j'aimerais que vous fassiez part de tous ces talents, parce que c'est important, vous voyez. Ce qui est important pour une femme qui va vous lire, c'est de rêver. C'est de rêver à tout ce qu'elle va pouvoir faire avec vous. Et que vous lui racontiez, vous d'avance, tout ce que vous avez envie de faire avec elle. C'est-à-dire la cuisine, des voyages, des vacances, lire des livres, etc. Bah là, Que je compte, voilà, je compte sur votre imagination. J'ai bien compris que vous n'en manquez pas, Michel. Vous voyez, mais il faut faire attention à ce que votre annonce, elle soit pas réductrice. Il faut pas dire, il faut dépasser ce handicap. Exactement. Comme vous le faites. L'annonce, moi, je voulais arrêter, vous voyez, donc. Non. Parce qu'il faut pas négliger aucune piste. Pourquoi? On se l'est dit, c'est un peu plus compliqué quand on a un handicap que quand on n'en a pas. Donc on néglige aucune piste, on met toutes les chances de son côté. Vous voyez, j'ai un de mes meilleurs amis, je le salue, il s'appelle Joseph, il est à Ajaccio, il est malvoyant. Ouais. On est très très proches, très très proches. Il m'a confié une de ses clés de sa maison de village, Ouais. qui est au-dessus du lac d'Autol. C'est à 3/4 d'heure dans la montagne au-dessus d'Ajaccio. Il me dit, viens en vacances avec quelqu'un. Mais je dis, oui, mais tu emmènes pas n'importe qui comme ça. Tu viens pas comme ça, faut se connaître. Ouais. Voilà. Je me dis, c'est du gâchis là aussi, parce qu'il me dit, mais je pourrais t'éclater. C'est pour un peu que. Ouais, déjà vous pouvez. Oui, mais d'abord vous allez commencer par y aller tout seul et vous allez passer de bonnes vacances avec Joseph. Je vais y aller, oui. Y a pas et de puis souci. après, voilà, et puis allez savoir ce que vous allez qui vous pouvez rencontrer avec Joseph aussi. Vous savez, la vie, elle est pleine d'imprévus. Il n'y a d'ailleurs que des imprévus. Vous le savez bien, Michel. Il faut faire confiance à la vie. Hein. Je sais, mais il faut pas baisser les bras. Faire confiance et juste s'asseoir en disant je fais confiance, ça suffit pas. Et on doit faire comme vous. On doit prendre exemple sur vous, c'est-à-dire ne pas lâcher, y aller, et, ne pas croire au destin, mais le forcer. Voilà, le handicap m'a pas mis, je veux finir par un terme judoka, m'a pas mis hippon, c'est la fin du combat. Hein. Voilà, alors, j'ai juste pris un wasari, donc je suis encore debout. Alors, il y a quand même un petit... Lily vous transmet un petit SMS. Vous pourriez peut-être essayer le site de rencontres spécialisé dans des rencontres avec handicap qui s'appelle Handi Valide. Bonne chance. Voilà. Ah oui. Ouais, bon. Je l'ai survolé déjà. Ouais, alors regardez un autre. Quel handicap a donc Michel? Il est si positif et plein de vie. Est-ce que c'est la personne que l'on entend et non le handicap? J'ai bien compris qu'il était non-voyant et alors, il a tant de choses à donner et à partager. Je l'embrasse de la part de Roselyne et qui dit yes you can. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que vous voyez, ce que vous êtes, il faut le faire passer dans votre message. Oui. Oui, faut aller. Voilà, faut rester comme on est, à vrai dire. Exactement, Michel. Faut pas tricher. Et vous n'aurez pas de mal. Bon. Moi, je vous embrasse et j'attends le prochain appel, Michel. Hein, j'attends le prochain appel pour me dire que. Ouais. Je compte sur vous. Je compte sur vous et je viendrai. Je serais ravi. C'est dommage, je peux pas vous faire suivre. Je suis à 1h20 de la gare de Lyon en TGV. Ça fait un peu loin pour la ratatouille. Non, ça fait un peu loin, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une petite pensée demain pour moi quand vous la mangerez. Au revoir. Il n'y a pas de souci, Caroline. Merci. Au revoir, Michel. Bonne fin d'émission. Merci à Quentin et à Corentin. Hein. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Alors Michel, je tiens à vous dire que vous avez fait un tabac. Je vous donne les SMS que je viens de recevoir pendant les Beach Boys.
Michel, quelle belle voix tonique. Moi qui ai un peu le vague à l'âme ce soir, il me remotive. La Bourgogne, les Vosges, c'est pas très loin. Au plaisir de vous entendre à nouveau. Et c'est Annick qui, bien sûr, donne son téléphone. Et puis nous avons aussi un autre SMS qui dit la chose suivante. Bonsoir, je suis en train de monter une micro-entreprise pour personnes à visibilité réduite dans les transports. Je suis poète, je suis sportive, je suis de Montpellier et je veux bien vous rencontrer. Voilà. Et là, j'ai pas le téléphone sous les yeux, mais peut-être que nous l'avons au standard. Michel, bravo et surtout, go on. Tout de suite maintenant avec Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline. Dis donc, il a beaucoup de succès, Michel. Bah, vous avez entendu sa voix ? Je l'avais déjà entendu la dernière fois et là j'ai encore entendu et on peut lui dire également que je mangerai de la ratatouille demain puisque j'en ai fait aussi. Ah bah vous aussi, ah bah décidément c'est contagieux. Mais c'est la saison. Bien sûr, bah froide, hein, pas chaude. Oh non, il est extraordinaire. Non, il est extra, Michel. Je suis bien d'accord vraiment. avec vous. Absolument, oui. Bon, Sarah, on va parler de vous maintenant un petit peu. Oui. Bah écoutez, moi j'ai allumé ma radio un peu plus tard que d'habitude parce que je suis une fidèle auditrice de l'émission. Ah bah merci et bravo. Ah oui, ça fait des années et des années. Hein. Je crois que ça a été au début de Caroline Dublanche. Ouais. Et du coup, là, j'avais entendu que vous demandiez absolument des témoignages. Des témoignages, voilà. Parce que on a eu Lina tout à l'heure avec un témoignage particulièrement poignant d'une violence terrible. Et je sais que vous êtes il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont connu ce genre d'épreuves et de douleurs. Absolument. Oui, et c'est des grosses douleurs parce que on en guérit, on porte ça, mais il faut en faire quelque chose. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait, vous ? Assez rapidement, ce que j'en ai fait, écoutez, j'en ai fait un caractère bien trempé, chose que je n'étais pas du tout. Et en fait, ce que je voulais surtout pas être, c'était une victime. Waouh. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez vécu, Sarah ? Oui, alors en fait, nous, on était régulièrement battus, dénigrés. J'ai une sœur qui, un jour, se promenait en vélo. Elle a lâché ses cheveux. Mon père l'a surprise. Il lui a rasé la tête. On passait des nuits dans une cave à charbon. Par exemple, un frère qui a fait une bêtise, il l'a mis en t-shirt en plein hiver. Il l'a laissé jusqu'à 2h du matin dehors. Oh là 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 là. Un autre, il s'est retrouvé avec l'arcade sourcilière fendue, avec une perte de vue. Un autre, j'ai un grand frère aîné, on est à 7, donc chacun a eu droit, chacun à son tour et après le tour recommencer. Il lui avait pris de l'argent dans son porte-monnaie, il l'a mis dans la véranda et dans la véranda on avait un tuyau d'arrosage avec un robinet. Il l'a attaché tout simplement sous le robinet d'eau et puis il l'a laissé là pratiquement toute la nuit. Oh là 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 là. Et par exemple, moi, ce qui m'est arrivé également, vous savez, dans les écoles, on ramenait son carnet de vaccination. Oui. Donc, je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et après, on en a eu besoin. Et à l'école, on ne nous l'avait pas rendu. Et moi, j'avais complètement oublié que je l'avais, voilà. Donc, il a cru que je l'avais égaré ou que ma mère l'avait égaré, peu importe, puisque c'était mon carnet, c'était moi qui devais prendre. Et donc, il m'a zébré le corps complet avec une ceinture et j'avais encore les traces de vaccination. Oui, pour un carnet. Oh, mais pour rien, parfois. On était à table, il y en a un qui fait, qui prend mal sa cuillère ou quoi que ce soit, plus personne ne mangeait et la table était contre les murs, par terre, il y en avait partout. C'était, mon père, on le voyait arriver, rien qu'à voir ses yeux, on savait s'il allait y avoir de la violence ou pas. Drame, et psychologiquement aussi, on était des nuls, on était des bons à rien, on était, vraiment, on ne comptait absolument pas, quoi. Et la première fois que j'ai vu cette violence, on était dans un pays étranger,
Et je me lève le matin et ma mère avait la figure en sang, quoi. Et de là, ça a démarré. De là, je me suis rendu compte que vraiment, moi, j'étais pas du tout. Et c'est cette sensation que j'ai, je pense, c'est que chez moi, j'étais pas en sécurité avec mes frères et sœurs, avec mon père, avec ma mère. Je n'étais pas en sécurité et du coup, je me suis fait un double. Je me suis dédoublée en fait. Donc à la maison, j'avais un certain comportement. En plus, j'étais une fille super douce, mais alors d'une sensibilité, vous pouvez pas vous imaginer. Et même si c'était pas moi qui prenais les coups, je vous assure que j'en pleurais toute la nuit. Carrément. Ah mais oui, mais je me demandais s'il m'avait pas trouvé ou s'il m'avait pas adopté ou pour moi c'était pas possible que ce soit mon père et ma mère. Enfin surtout de la part de mon père qui était un homme, mais enfin vous voyez Guy Williams, l'acteur qui joue Zorro. Oh là là. Ah c'était son sosie. Donc tout le monde le prenait pour un homme, mais alors à la maison. Merveilleux, ouais. Oui, exactement. Et assez smart, bien. Bon, il est militaire de carrière. Je pense que ça aussi, ça a dû bien psychologiquement, ça a dû bien l'atteindre. Parce que je sais qu'il nous racontait ce qu'il faisait comme torture quand il était dans l'armée et tout. Et je pense que il a pas su faire autrement avec nous que de nous torturer ou il a continué. Ouais. Mais bon, sur ses propres enfants, et moi personne n'a jamais su ce qu'on a vécu. Et un jour, il a. Je savais que vraiment là, il m'a dit mais toi, je vais t'attraper, tu vas voir, je te mets dans le garage. Et il a pris un gros couteau et il m'a dit et ça, je vais t'égorger quoi. Carrément. Vous aussi. Ouais, carrément, il m'a dit ça. Et j'ai attendu, et puis j'ai pris un manteau, j'ai pris 10 francs dans le porte-monnaie de ma mère qu'elle laissait toujours à côté de la cuisine, et je me suis sauvée. Et je ne savais pas chez qui aller. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit. Écoutez, j'ai couru, mais autant que j'ai pu. Et je me suis retrouvée sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, j'ai dit, tant pis. Ce qui va m'arriver, c'est moi qui l'aura choisi. Et alors ? Et alors, il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui ai dit, je me sauve de l'enfer. Oh là là. Et qu'est-ce qui vous est arrivé après ? Ce monsieur m'a dit, mais non, mais tu peux pas faire ça à tes parents, je vais t'emmener, je vais essayer de leur expliquer, je vais essayer de leur parler. Et là, je lui ai dit, mais monsieur, si vous faites ça, mon père va croire que j'ai une relation avec vous ou que l'on se connaît. Et là, vous êtes sûr que demain, je ne suis plus vivante. Vous aviez quel âge ? J'avais 21 ans. À 21 ans, vous pouviez partir, vous étiez majeur déjà. Oui, mais chez qui aller ? Oui, chez qui ? Mais en même temps... Je n'ai pas de famille, à part mon père, ma mère, mes frères et sœurs, je n'ai personne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce monsieur m'a aidée. Oui. Il m'a emmenée chez lui, il avait sa femme, ses enfants. C'était un jeune homme, il avait une 30aine d'années. Et il m'a trouvé un travail dans un restaurant. J'ai commencé par faire la plonge. Et puis après, ils ont vu que j'étais une fille intelligente. Donc, je maîtrisais la comptabilité, tout ce qui était administratif et tout. Donc, ils m'ont dit, tu t'occuperas un peu de la comptabilité, des commandes, tu recevras la marchandise. Voilà. Puis petit à petit, puis au bout d'un an, je suis devenue responsable de ce restaurant. Waouh. Ouais. Tout ça parce que vous êtes sauvé sur l'autoroute ou que vous avez trouvé le courage et la force de le faire. Je serais tombée sur un sadique, je ne serais pas là en train de vous parler. Non, mais pas du tout, mais on tombe aussi sur des gens formidables. Qu'est-ce que vous croyez ? Je pense que vous ne me connaissez pas, mais je dégage quelque chose je ne vous connais pas, mais par contre, je vous entends. Et je peux vous dire que ça s'entend. Ma famille, ce sont les gens qui ont fait ce que je suis. Les gens que j'ai rencontrés. J'ai 60 ans maintenant.
Waouh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ces 22 ans, Sarah? Alors, depuis ces 22 ans, j'ai fait plein de choses. J'ai un petit peu bougé en France. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Et puis, dans le prêt-à-porter, j'ai eu envie de faire un petit peu plus. J'ai repris des études de commerce et tout. Je suis devenue responsable de magasin pour un groupe. Et puis, j'ai rencontré un monsieur, on s'est beaucoup aimé, on a vécu ensemble, on a fait 2 enfants. Quelques années après, on a divorcé. Moi, j'ai continué mon petit train-train, ma vie. Et puis, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ce que j'avais à l'intérieur de moi et tout, je me suis mise à peindre. Oui. Et je pense que ça a été mon exutoire. Et arrivé vers 41 ans, 40 ans plutôt, mon père est décédé. Je vous écoute. Donc, pendant 15 jours, voilà quoi, j'ai dit ça y est, il est plus là, il est plus là, il est plus là, il est plus là. Et quelque temps après, j'ai commencé à faire des crises de panique, des crises d'agoraphobie. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, j'étais pas bien du tout. Et j'ai un médecin traitant qui connaissait mes enfants, il habitait juste à 2 portes de chez moi et tout. Et donc je lui explique ce qui m'arrive et tout. Et puis moi, sa femme est psychologue et c'était un médecin plus psy que médecin. Mm-hmm. Et du coup, comme il me connaissait déjà, donc il savait pas tout ça en fait. Moi, j'en parlais à personne. Je disais que j'avais pas de famille. Comme ça, j'avais pas à expliquer ni comment ni pourquoi. À part 2 bonnes amies que j'ai depuis très très longtemps, elles étaient au courant. Alors, écoutez, moi, j'ai plein de questions qui me viennent. Allez-y, oui. Sarah, est-ce que votre maman, qu'est-ce qu'elle est devenue? Vos frères et sœurs, est-ce que vous les voyez? Quelle relation vous avez avec eux aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour eux? Qu'est-ce que votre père a dit quand vous êtes partie? Alors, mon père, quand je suis partie, en fait, j'avais une chambre que j'avais peint moi-même, que j'avais tapissée moi-même. Et cette chambre, mes frères et sœurs, plus tard, m'ont dit que il est rentré dedans, il a tout déchiré. Waouh. Mes affaires, le matelas, mes vous lui aviez échappé? Rideaux. Oui, je lui ai échappé, ouais, exactement. Il n'a pas supporté que vous lui ayez échappé, que vous ayez échappé à son emprise. Complètement, oui. Et puis mes frères et sœurs, par contre, il y avait aussi ce système de nous monter les uns contre les autres. Donc, on était vraiment frères et sœurs de haine. On se détestait. J'avais ma sœur de 2 ans j'avais une sœur qui avait 2 ans de plus que moi, mais qui me terrorisait. Jusqu'au jour où j'en ai eu tellement marre d'être terrorisée aussi par elle. J'ai attendu qu'elle aille, vous savez, dans la véranda, on avait des toilettes, et puis elle y est allée. Et je me suis dit, je vais lui faire la peur de sa vie, comme ça peut-être qu'elle va me lâcher. Ouais. Et je me suis cachée. Vous aviez de l'imagination, déjà. Je me suis, écoutez, je vous assure que c'était à mes risques et périls, parce qu'elle était odieuse. Et du coup, je me suis cachée derrière la porte, et dès qu'elle est sortie des toilettes, j'ai fait « Ah !» Et elle est rentrée dans la cuisine, elle s'est évanouie. Plus jamais elle m'a embêtée. Ouais. Bah oui. Bon, elle avait eu la monnaie de sa pièce. En plus, c'était pas bien méchant d'avoir fait rao comme ça. Non. Mais vraiment, elle m'a torturée aussi. Et j'avais pas intérêt à le répéter parce que je recevais peut-être encore plus ou elle plus. Vous savez, comme c'était toujours... on se détestait entre frères et sœurs, ce qui fait que je les vois pas. Bien sûr. Oui, je les vois pas. Ils savent que j'ai été mariée, ils savent que j'ai des enfants. Mes enfants ont des cousins, des cousines qui leur sont inconnus. Alors, mais complètement. J'imagine que dans les premiers temps, c'est vrai, c'est pour ça que, bien sûr, on peut avoir une réserve quand on s'est éloigné comme ça les uns des autres. Mais vous n'avez pas aujourd'hui la curiosité de savoir comment eux s'en sont sortis? Si, mais je le sais. Non, mais je le sais. De les voir, d'en parler ensemble. Oui, mais comment dire, on ressent les choses tellement différemment. Moi, je vous ai dit, j'avais une sensibilité un petit peu plus, voilà.
Et je pense qu'eux avaient une carapace qui était un petit peu plus forte que la mienne. Et ils s'en sont pas mieux sortis. Ma vie est, excusez-moi, mais elle est meilleure que la leur. Ouais. Parce que, voilà, chez eux, c'est la déchéance la plus complète, quoi. Ah, carrément. Ah oui, il y a 2 alcooliques, un drogué, une qui se prostitue, une qui a des maladies neurologiques pas possibles et qui refait la même chose avec ses propres enfants en plus. Ouais. Donc vous êtes la seule à vous en être sortie aussi bien? Écoutez, d'après ce que je vois, sincèrement, sans vouloir et je croise les doigts, mon Dieu, parce que, franchement, ouais. Alors, oui, est-ce que vous êtes la seule aussi à avoir essayé de vous échapper? Bien sûr. C'est ça, c'est que vous avez eu ce courage de dire c'est fini pour moi. Oui. Enfin, il y a celle qui a 8 ans de moins que moi. En fait, pendant 8 ans, il y a eu que 3 premiers, et après, il y en a eu 4 autres. Celle qui est juste après moi, là, celle-là, en fait, elle s'est retrouvée enceinte. Donc, elle n'avait pas le choix que de s'échapper. Oui, donc c'est le moyen qu'elle a trouvé. C'était, voilà. Mais non, mais franchement... Et votre maman? Maman, ma mère, oui, je l'ai vue, mes enfants étaient tout petits, c'était un concours de circonstances très, 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 très bizarre, parce que mon père était devenu aveugle suite à une cataracte, et aucun de mes frères et sœurs n'a voulu le faire venir de l'étranger pour qu'il soit opéré. Et moi, j'ai accepté de l'accueillir chez moi. D'accord. Donc, ça remonte à 91. Oui. Et puis, en fait, il est mort en 96. Ça a été la façon que vous avez eue de faire votre deuil. Vous avez fait ce que vous avez pu pour lui, même si vous lui en vouliez. Mais je vous assure, je ne sais pas comment j'ai passé ces 2 mois avec mon père. Il y avait mon mari, il y avait mes enfants. Il a adoré mes enfants. Il les a trouvés merveilleux, bien élevés, bien éduqués, tout ce qu'on veut. Et mais moi, je pense qu'il m'a jamais pardonné. Là, c'est parce qu'il avait besoin de moi. En tout cas, vous pouvez vous dire que vous avez fait ça pour lui. Je l'ai d'abord fait pour moi, Caroline. Non, mais vous avez fait ça pour lui. Vous l'avez fait pour vous réconcilier, Mais oui, mais en fait, je lui ai dit maintenant, tu verras peut-être mieux le passé. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, c'était toi le garçon que je voulais dans la famille. Ouais, donc vous êtes la seule qui avait suscité son respect. Peut-être, oui. Peut-être. En lui échappant. En fait, il a vu ma réussite aussi. Ouais. Et il a vu que, j'ai un superbe appartement, je travaille sur Paris, je suis sur Paris. J'étais responsable d'un groupe de vêtements pour enfants sur Paris aussi. Ouais. Donc, du coup, il est venu voir, en plus, dans le magasin, voir si je ne lui racontais pas n'importe quoi. Incroyable. Ouais. Et quand il a vu, il m'a dit, ton patron, il est pas là. Je lui ai dit, non, c'est moi la responsable. Je lui ai dit, le patron, il vient jamais. Il est à Perpète, il est loin, loin. Et je suis la responsable de ce magasin. Et il y en avait d'autres à Paris. Et là, il a regardé et j'ai vu une larme qui coulait de ses yeux, quoi. Oui, il a dû être plein d'admiration pour vous. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il m'a dit, pardon pour ce que je vous ai fait. Il risquait pas de vous le dire. Quoi. Non. Il ne risquait pas de vous le dire parce que c'est un homme qui était pétri d'orgueil et absolument. Pour avoir réagi comme vous l'avez décrit, on sent très bien que jamais il n'aurait pu reconnaître le moindre de ses torts. Oui, mais en plus vous me parliez de ma mère tout à l'heure et ma mère, comme je vous dis, je l'ai vue à ce moment-là quand mon père est venu, mais elle n'est pas restée. Et j'ai essayé d'avoir cette discussion avec elle et elle voyait ma fille, quoi, qui vient des bisous, des câlins, mon fils aussi. Et elle me regarde puis elle me dit, ils sont tendres tes enfants. Mais je lui dis, mais maman, ils n'ont reçu que de la tendresse. Je lui dis, est-ce que tu as eu, toi, de la tendresse pour tes enfants? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, vous étiez vraiment très méchant. Oh là là, elle n'a rien compris non plus. Hein. La pauvre, non. Ouais. Elle ne vous a pas protégé? Non, elle ne pouvait pas parce que c'était elle. Après, c'était à elle qu'il s'en prenait. Ouais.
Mais on n'avait pas intérêt à défendre qui que ce soit parce qu'il s'en prenait à nous. Puis il était d'une telle force en plus. Ouais, puis... il était grand, il était fort. Et comme voilà, vous avez dit aussi, ils vous montaient les uns contre les autres et vous, comme vous aviez peur et les uns et les autres, au lieu de vous protéger, vous vous êtes divisés. Exactement, c'était chacun pour soi, quoi. Ouais. Et on n'allait pas consoler l'autre parce que, enfin, moi j'aurais bien aimé, mais je savais que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire parce que personne ne le faisait pour moi, personne ne le faisait pour qui que ce soit. C'était quand même une ambiance assez particulière. C'est une ambiance horrible ce que vous décrivez. Oui, justement. C'est-à-dire maltraité et seul en étant aussi nombreux. Mais exactement ça. Et j'en ai toujours voulu à mon frère aîné qui pourtant était grand. Et même lui, un jour j'ai dit à la plus grande, c'est quand même incroyable qu'on ait un grand frère et qu'il sache pas mettre le holà. Et qui ne sache pas dire au père, ça suffit maintenant, elles sont grandes, elles sont... Voilà. Et je vous dis, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'amener des copines à la maison. Je vous raconte un truc, mais complètement... Enfin, je sortais du collège. Bon, au moins, on avait le droit d'aller au collège. Et puis un jour, il a décidé que je n'y aille plus au collège. Pour quelle raison ? Donc, comment ? Pour quelle raison ? Il trouvait que j'étais assez grande pour rester à la maison et pour aider ma mère pour les menus travaux des enfants, de la maison, de tout. Parce que ma mère, elle a quand même eu 14 enfants. Il y en a 7 qui sont vivants. Oui, 14, ouais. Mais on n'est que 7 vivants. Donc c'est une femme à 40 ans, la pauvre, elle était... Voilà, quoi. Toutes ses grossesses, ça l'a complètement usée. Ah oui. Et le dernier, elle l'a eu à 40 ans. D'ailleurs, elle a failli mourir. Non, mais attendez, toutes ces grossesses, et puis elle a essuyé des deuils, puisque... Ah, mais oui. Ouais, mais je sais pas, parce que, franchement, on n'a jamais parlé des enfants morts, on n'a jamais parlé on n'en a jamais parlé. Ils sont morts. On n'a jamais parlé Ils sont morts avant de naître, ou ils sont morts... Il y en a qui sont morts après la naissance, et elle a fait des fausses couches aussi. D'accord. Oui, comme il la battait, comment voulez-vous que ça tienne ? Comment voulez-vous qu'une grossesse arrive à terme en étant battue ? Quand on est enceinte, c'est difficile. Mais quelle horreur. Ah oui, donc du coup, pour le collège, je disais, parce que comme les collèges, à un moment donné, sont devenus mixtes, et juste au moment où moi j'y allais, je demandais aux garçons qui étaient dans ma classe que quand on sortait la porte du collège, qu'ils s'éloignent de moi. Parce que si mon père me voyait discuter ou parler avec un garçon, ça allait être ma fête. Mais comment est-ce qu'il aurait pu vous voir ? Parce qu'il venait me chercher à l'école. Il venait vous chercher à l'école. Alors, au collège. Ça, c'est assez incroyable parce que j'ai bien compris qu'en fait, il vous a puni, il vous a maltraité pour un carnet de vaccination et il venait vous chercher au collège. Comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire quelqu'un qui était capable de cette cruauté et en même temps, finalement, préoccupé de détails comme d'un carnet de vaccination ou qui venait vous chercher. Il venait vous chercher pour quelle raison ? Pour être sûr Pour pas que j'aille ni à gauche ni à droite, que du collège je rentre à la maison. C'était une surveillance plutôt. C'était pas quelque chose de bienveillant de sa part. Non, c'était pour être sûr que du collège, je rentre directement et qu'en plus au collège, on était mixtes. Hein. Il y avait filles et garçons, mais que tant que j'étais à l'école, il pouvait rien m'arriver d'extraordinaire, hein, puisqu'il y avait des profs, il y avait des directeurs et tout ça. Et puis surtout, vous étiez petite à l'école primaire. Il ne pouvait rien arriver d'extraordinaire. Non, mais plus. au collège aussi, hein. Donc au collège, j'ai quitté à 16 ans. Pour aller dans un autre collège technologique. Hein. Parce que ça aussi, pour pouvoir continuer, parce qu'au collège, ils voulaient que j'arrête complètement. Donc, j'ai fait intervenir le directeur dans la mesure où j'étais une bonne élève en classe. J'ai pleuré en classe et j'aimais... Enfin, je me rappelle, mes profs, c'était vraiment des gens extraordinaires parce que... Mais qu'est-ce qu'ils m'ont... Ils ne savaient pas ce que je vivais à la maison. Hein. Mais ils vous ont soutenu. Mais en fait, j'étais une bonne élève, j'étais curieuse, je participais en classe, je me renseignais, j'avais des livres d'avance, des choses comme ça. J'étais vraiment très curieuse. Et puis la soif d'apprendre.
la soif d'apprendre, mais c'était chez moi, c'était quelque chose de ah ouais, j'avais besoin de me remplir d'autres choses. C'était une échappatoire. Voilà, c'est ça, exactement. Et par exemple, j'avais des livres qu'il fallait que je cache, que ma mère, elle sache pas que j'étais dans ma chambre en train de lire. Parce que pour elle, c'était une perte de temps. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous deviez vous défier de tout, de votre père, de votre mère. Vous ne travailliez pas, on vous aurait battu, et vous travailliez, on vous aurait battu aussi. Finalement, il n'y avait pas de solution. Ben, oui, comment faire Eh ben, c'est pour ça que je vous dis, il fallait se dédoubler. Donc, en même temps, c'est vrai que j'avais compris un peu le mode de fonctionnement et de toute façon, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas quelqu'un j'étais pas sournoise comme mes frères et sœurs et tout pour faire des choses, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse dans mon monde. Et même à un moment donné, je me dis, mais bon sang, c'est pas possible, quoi. J'ai 2 personnalités. Non. Parce que autant à la maison, il fallait s'effacer, il fallait pas, même les cheveux, on devait les attacher, on devait pas lâcher les cheveux, par exemple. Ils supportaient pas, ils trouvaient que ça faisait fille vulgaire. Et autant en classe, j'étais animée, je participais, je posais des questions, j'étais Incroyable. Et je me rappelle que j'avais une très très bonne copine d'école. Enfin, on a été très 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 longtemps ensemble. Et elle me dit, mais c'est marrant, à chaque fois que je te vois retourner chez toi, je te trouve plus triste. Forcément. Vous savez, je viens de recevoir un message de la part de Fabienne qui dit quelle résiliente de la vie, bravo. Et j'ai envie de vous dire que... j'ai lu ces livres aussi en plus. Ouais, et moi Pardon. Non, ce que je veux vous dire, c'est que moi aussi, je suis pleine d'admiration parce que, franchement, vous en avez eu et vous en avez vu de toutes les couleurs. Et on sent du soleil dans votre voix. Vous aussi, vous n'en voulez pas à la vie. Et vous savez que je suis grand-mère de 2 petits garçons. Eh ben, bravo, je vous félicite. Et vous savez comment ils m'appellent? Non. Et je leur ai rien dit. Ils m'appellent Mamie Amour. C'est mignon comme tout. Écoutez Sarah, je vous embrasse et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour vous et puis vous me rappelez quand vous voulez. D'accord ? C'est très gentil de votre part, Caroline. Je vous souhaite le meilleur aussi. Moi aussi. Et aux auditeurs également. À bientôt. Et à tous ceux qui souffrent. À bientôt Sarah. Au revoir. Une très belle nuit sur Europe 1. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Christophe Ondelat. Ondelat raconte. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous retrouve demain.